bonjour. D'abord, مرحبا بجميع الأساتذة والإخوان والأخوات. Et dans le cadre, bien sûr, des activités qu'on organise dans le cadre de l'Observatoire et dans le cadre de la Faculté des sciences de l'éducation, nous sommes ravis d'accueillir parmi nous, je dirais, à la fois un intellectuel, mais aussi un praticien. Un intellectuel parce que c'est un homme de réflexion qui a fait beaucoup de réflexions sur beaucoup de thèmes. Un praticien parce qu'il a eu beaucoup de missions et entre autres la mission de directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Bien sûr, on veut sortir, je dirais, du débat limité, intellectuel, au sein de l'université et on s'ouvre vers des compétences externes. Vous allez me dire pourquoi le directeur de l'agence. Moi je vais vous dire, ça c'est une perception personnelle, une évaluation personnelle, parce que je vais vous le présenter, c'est Abdessamih Mahmoud. C'est quelqu'un qui a occupé énormément de postes. Mais j'ai suivi ce domaine depuis 1990. J'étais consultant auprès de la Banque mondiale et ce que j'ai constaté, c'est que c'est Abdessamih qui est le directeur général avec son équipe, et ça il faut le souligner, ont fait un travail extraordinaire. Malgré, bien sûr, les résistances, malgré, je dirais, les obstacles. Il a fait un travail extraordinaire au niveau de la gouvernance et au niveau du management. Et moi, j'estime, ça c'est personnel aussi, ce qu'il a fait en 2 ans ou 2 ans et demi n'a jamais été fait depuis l'indépendance à nos jours. C'est une estimation, parce que le grand problème, c'est comment mettre en œuvre les organes de gouvernance, mais comment surtout établir la liaison entre la cognition et la gouvernance. Ça, c'est un point essentiel et très important. D'un autre côté, on était dans une culture organisationnelle. Et la même organisation a fait de telle sorte à changer cette culture. Ça, c'est des constats personnels. Alors, je donnerai la parole tout à l'heure à Abdessamih pour nous parler de son expérience avec son équipe. Quelles sont les réalisations, quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, comment il a fluidifié la mécanique pour pouvoir instaurer un système de gouvernance et un système de management. Peu importe, on n'est pas là pour l'évaluer. On est là pour un feedback d'une expérience que moi je juge personnellement qui va à une vitesse très très importante par rapport à la vitesse du changement qui s'opère dans le pays. Il n'y a pas que cette organisation, il y en a d'autres organisations et on aura l'occasion de débattre avec d'autres personnes sur cette problématique qui est la nôtre, de la gouvernance, du management, de la gestion, du développement, etc. Donc sans trop tarder, je vais vous donner la parole à M. Abdessamih, le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, pour donner d'abord son vécu, son expérience, les résistances, tout ce qu'il a rencontré pour établir des mécanismes institutionnels et cognitifs, bien sûr, afin de dynamiser et la gouvernance et le management. Et la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie mon grand professeur Dira pour cette invitation. C'est un réel plaisir de partager avec vous un vécu d'une organisation de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Et je voudrais partager avec vous ma joie
Vraiment, je suis très content d'être parmi vous et je remercie ces Gdira pour cette opportunité. C'est une de prime abord opportunité pour moi parce que sincèrement, durant toute la vie, on a toujours besoin d'apprentissage. Lorsqu'on est étudiant, c'est bien de concilier théorie et pratique, et donc on avait toujours besoin de ce regard de retour d'expérience des managers, des chefs d'entreprise. La même chose pour un praticien, j'ai besoin de cette ouverture académique, de votre retour, de vos commentaires, et donc c'est une opportunité pour moi pour vous écouter et pour partager avec vous cette je dirais, une mission de lutte contre l'analphabétisme. Donc, merci beaucoup, mon grand professeur Sigdela. C'est une occasion pour moi également de rencontrer des amis que je n'avais pas eu l'occasion ces derniers temps de les rencontrer. Yassine Sassi, mon grand cher ami. Un grand salut pour Serge Douahet. Je vois également M. Sid Abdelrahman, le directeur de cabinet de ministère de l'Énergie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est une grande opportunité aujourd'hui également pour le rencontrer. Merci pour la présence. Et bien sûr, chers étudiants, je suis très content de vous rencontrer. C'est un honneur pour moi pour partager avec vous cette présentation. Bien sûr, tout l'auditoire est la bienvenue. J'espère que cette présentation sera très utile pour vous, qu'il va donner l'appétit pour une série d'autres présentations avec d'autres invités. Je pense que c'est une pratique importante pour un cursus académique. Je l'ai vécu dans certains cursus. Ça donne beaucoup de résultats. Donc, je félicite la faculté de sciences de l'éducation et l'Observatoire pour ces initiatives. Et je pense que vous allez voir que c'est extrêmement utile, bien sûr, si les présentations sont pertinentes. Et si les présentations répondent à vos besoins, et si ces présentations sont de qualité, et donc j'espère que je sois à la hauteur de vos attentes. Voilà. Donc, sans tarder, je vais partager avec vous cette expérience. Je ne vous cache pas que c'était très difficile pour moi au début de trouver l'angle d'attaque, donc quel style de gouvernance, quel style de management pour l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, pour un auditoire qui a une vocation académique, un esprit de recherche scientifique, un niveau intellectuel important. Et donc c'est un exercice de rapprochement qu'il fallait faire, et j'espère le réussir. Et donc voilà, l'angle d'attaque il est traduit dans le plan de présentation. Donc, je vais essayer dans une première partie de partager avec vous l'Agence nationale, de présenter plutôt l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. De quel établissement s'agit-il? C'est quoi ses missions, ses finalités? Quelle est son histoire? Et surtout, quels sont les défis posés pour cette agence qu'il fallait relever, bien entendu, avec l'appui de l'équipe, ça a été dit par mon professeur, et également avec l'appui des partenaires. Deuxième partie, ça sera le style de gouvernance. Je vais essayer de répondre à cette question en se référant à quelques repères, je dirais théoriques, mais également la pratique et le vécu à sa place. Déjà, j'annonce ce premier enseignement que j'ai tiré de cette expérience, de ce vécu professionnel. L'expérience et la pratique également, c'est une grande école, c'est une université, c'est une enceinte de formation. On a toujours besoin de la doctrine théorique, mais également le vécu nous donne toujours des vécus et des enseignements. L'angle d'attaque par rapport à ce point, c'est les établissements publics. Donc l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme est un établissement public. Et donc il y a un code de bonne gouvernance des établissements publics. Et donc je me suis dit, pourquoi compliquer la vie? Donc il y a un référentiel qui existe, qui a été élaboré par le ministère des Finances. Bien entendu, et ça a été rédigé par des experts, des praticiens qui se sont inspirés de la doctrine. Et donc il y a des repères quand même importants qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Et donc, je vais vous présenter le style de gouvernance qui a été adopté par l'agence en se référant à ce code de bonne gouvernance. La troisième partie, c'est le style de management. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de pensées d'écoles et beaucoup de théories là-dessus. Il n'y a pas, comme vous le savez mieux que moi, bien sûr, vous êtes
les mieux placés pour aborder ces questions, mais de point de vue d'un praticien, je vais essayer de faire cet exercice de matching et de rapprochement entre la théorie et la pratique. Il n'y a pas une recette magique, mais il y a des repères, comme vous le savez. Et donc, c'est quel style de management qui a été adopté par l'agence. Vous le savez qu'il n'y a pas un style meilleur que d'autres, mais il faut choisir le bon style par rapport à la situation concernée. Donc, il faut maîtriser la situation tout d'abord, il faut la bien cerner, il faut la bien cadrer avec les instruments adéquats. Il ne faut pas rater le diagnostic, il ne faut pas rater l'environnement, et donc pour adapter le style de management. Donc, est-ce que c'est un style directif, participatif? Il y a un certain nombre de typologies que vous le connaissez, et donc comment l'agence a appréhendé cette question? Je vais essayer de répondre à cette grande question en se focalisant sur 2 points. Quelle était la stratégie menée par l'agence? Et également, quelle est la boîte à outils qui a été employée, utilisée et expérimentée parfois. Dernier point, est-ce que tout cela a servi à quelque chose? Quel est le bilan? Est-ce que c'était positif? Est-ce qu'il y a des performances, des contre-performances? Et quel est l'enseignement tiré? Et qu'est-ce qu'il y a des perspectives? Parce que c'est important, tout ce travail, tous ces instruments, toute cette stratégie, ça sert à quoi? S'il n'y a pas des résultats, au moins s'il y a une évaluation qui nous éclaire sur l'avenir. Je pense que c'est important pour démontrer l'intérêt de la gouvernance et du style de management. Donc voilà ce que je vous propose comme menu. J'espère que ça répond en partie à vos attentes. Donc j'attaquerai le premier point, la première partie, l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. C'est important de rappeler l'historique de cet établissement. Donc, c'est un établissement public, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une direction qui relève d'un ministère, qui a été créé en 2013, qui est rattaché au chef de gouvernement, mais qui a passé par un changement structurel extrêmement important. Ce changement a influencé sur les choix stratégiques de l'agence. Ces changements avaient un grand impact sur la prise de décision et sur les options stratégiques qui ont été menées. Et donc c'est important de prendre un petit moment pour les partager avec vous de façon, je dirais, très profonde. En 1991, il s'agissait d'une division qui était rattachée au ministère chargé des Affaires sociales. 6 ans après, c'est une direction, c'est un rang un peu supérieur qui relevait d'un autre ministère, c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. 5 ans après, c'est un secrétariat d'État. Donc c'est plus important qu'au grand. Ça traduit, je dirais, l'importance de ce secteur pour le Maroc, mais en même temps, ça donne une autre image sur le style de management et la structure organisationnelle qui a été adoptée. Vous le savez très bien, l'organisation, la stratégie doit être portée par une organisation, et donc l'organisation traduit la stratégie derrière. 5 ans après, il y avait une déclaration du gouvernement, c'est la volonté de créer une agence nationale de lutte contre l'analphabétisme sous forme d'un établissement public. On va voir que cette décision n'a été concrétisée sur le terrain qu'en 2013, donc 6 ans après. Il y avait l'annonce, il y avait le concret, c'était en 2013. Mais avant, en 2011, il y avait, je dirais, la publication de la décision officielle de la création de l'agence. Et entre-temps, il y avait un changement également. Le secrétariat d'État n'est plus à l'ordre du jour. Il y a une direction de lutte contre l'analphabétisme qui est chargée de ce dossier, qui relève du ministère de l'Éducation. C'est un changement sur le plan rang de la structure en charge de ce dossier, donc dans le sens inverse. Et après, l'agence a été créée. Elle a été créée en 2013. Il n'a été doté de son organigramme qu'en 2017. Donc 4 ans pour avoir un organigramme adéquat pour l'agence qui est maintenant présente sur tout le territoire marocain. C'est récent, donc c'est un établissement public avec des services extérieurs, des directions régionales et des délégations provinciales. Je présenterai le détail après. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un secteur qui est toujours présent dans les choix stratégiques du pays, qui avait un grand changement structurel sur le plan rang et sur le plan appartenance. Mais je pense que le grand changement, c'est celui qui est vécu actuellement, parce qu'on passe d'un ministère, d'une administration à un établissement public,
Et également, on passe à un rattachement qui est lié au chef de gouvernement. C'est pour permettre à cet établissement de jouer pleinement son rôle et sa mission. On va les voir. Pratiquement 3 missions, mais la mission principale de cet établissement, c'est la coordination. C'est un établissement qui a été créé pour assurer la coordination des efforts de l'ensemble des acteurs pour réaliser des programmes d'alphabétisation. Bien entendu, il y a d'autres missions, c'est la réalisation d'un certain nombre de services, de prestations liées à la formation, à l'élaboration des outils didactiques et à la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Et également, c'est un établissement qui a une force de proposition, il peut proposer des actions au gouvernement à même de développer toutes les mesures, toutes les actions, toutes les activités d'alphabétisation qui sont menées. C'est un établissement public qui doit rendre compte à des organes de gouvernance. Le premier organe, c'est le conseil d'administration. C'est un conseil d'administration très particulier, dans un sens très positif. C'est présidé par le chef de gouvernement et surtout, il est composé par des représentants à la fois du secteur public, secteur privé, de la société civile, des partenaires sociaux. Et pratiquement, il y a 40 membres du conseil et donc ça donne une valeur ajoutée au fonctionnement de l'agence. Il y a d'autres comités, c'est le comité d'audit, le comité stratégie d'investissement. Je rappelle que le Code de la bonne gouvernance insiste beaucoup sur cet aspect, que chaque établissement public doit être doté plutôt d'un certain nombre d'organes de gouvernance. Les 3 que j'ai cités, c'est commun à la majorité des établissements publics. Chacun a son rôle. Le conseil d'administration, c'est pratiquement le conseil de gestion de l'établissement. Le comité stratégie et investissement, c'est l'espace qui appuie l'agence dans les choix stratégiques. Et le comité d'audit, donc c'est le comité qui s'assure de la mise en œuvre effective d'un certain nombre de règles et de mesures. Il y a une charte de fonctionnement du comité d'audit. Il y a un règlement pour le comité stratégie, donc pour la tenue des réunions, pour l'ordre du jour, pour l'invitation des membres, pour le rôle des membres et pour le système de prise de décision. L'agence s'appuie sur ses ressources humaines. Et deuxième enseignement tiré, je vais l'annoncer tout de suite, c'est que la ressource humaine a toute sa place dans tout style de gouvernance, de management, dans le sens positif ou négatif. C'est extrêmement important de donner de l'importance à ce volet-là. Une bonne politique de ressources humaines, je pense qu'il peut réaliser un certain nombre de performances par rapport à tout ce qui est moyens financiers et à d'autres aspects. C'est une conviction personnelle que j'avais dans ma formation académique, mais vraiment je la confirme et je suis totalement convaincu lorsque j'avais cette modeste expérience de travailler dans des organisations, je dirais, diverses, qui m'a confirmé ce postulat. L'agence nationale a des partenaires, et là, c'est une caractéristique de l'agence. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Il y a la société civile, qui a toute sa place dans la réalisation des programmes d'alphabétisation. La moitié des programmes d'alphabétisation sont réalisés par les associations et par les coopératives. C'est un modèle marocain qui est très apprécié par rapport aux autres pays, avec un système de subvention accordé par l'État. C'est important de souligner ce point. Le partenariat entre l'État et la société civile, c'est un mode de gestion qui est présent, et qui est présent pour le secteur d'alphabétisation et qui distingue le Maroc par rapport à d'autres pays. Et c'est un point très très positif. D'autres partenaires, c'est le secteur public et privé. Il y a beaucoup de départements qui appuient l'action d'alphabétisation. Le ministère de Habous, donc c'est le premier département qui réalise des performances, des résultats extrêmement positifs. Et d'autres partenaires comme la délégation d'administration pénitentiaire, le ministère du tourisme, le secteur de l'artisanat, le ministère de l'agriculture, le ministère des pêches maritimes, l'entraide nationale, le ministère de la jeunesse et sport. Donc il y a beaucoup de départements donc, qui relèvent du secteur public et qui ont une contribution assez positive. Les partenaires techniques et financiers, croyez-moi, ils ont un rôle important. Ils ont une attention particulière à ce secteur
nous sommes toujours appuyés par les partenaires techniques et financiers. Et donc, je dois quand même partager avec vous l'appui de l'Union européenne, un appui important, ce fonds d'appui budgétaire, assistance technique et jumelage. C'est le 3e programme d'appui. Il y a également l'UNESCO, il y a la coopération espagnole, il y a le PNUD, il y a d'autres partenaires, DVV International, c'est une fondation allemande. Et sans oublier l'appui de la presse, donc les médias, qui nous accompagnent, et surtout ils ont un rôle important de tout ce qui est plaidoyer et sensibilisation. Nous avons un client, quoique nous sommes un établissement public, mais l'approche client, on peut dire qu'il est présente. Notre client par excellence est le futur bénéficiaire. Malheureusement au Maroc, le taux d'analphabétisme il est quand même important. C'est 32% de la population, c'est le taux d'analphabétisme au Maroc. C'est pratiquement 8 600 000 analphabètes. Et donc, tout l'effort de l'agence, en coordination avec l'ensemble des partenaires, doit s'adresser à cette population. Comment réduire ce taux? Comment s'adresser à cette population qui est hétérogène? Il y a plusieurs segments. Quelle démarche de ciblage il faut mener? Quelle politique de plaidoyer, de communication, de sensibilisation pour tout d'abord encourager, inciter l'analphabète à bénéficier des programmes d'alphabétisation, mais surtout à le fidéliser, parce que l'action alphabétisation, ça dure dans le temps, 1 année, 2 ans, donc il faut garder l'attention de ce bénéficiaire, c'est un client pour nous, et donc c'est un paramètre de décision et de choix stratégique pour l'agence. Quelle est l'organisation de l'agence? J'ai rappelé tout à l'heure, donc je vais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une agence qui a été créée en 2013. Il n'a été doté de son organigramme qu'en 2017, mais c'est un organigramme important qui va faciliter la tâche et la mission à l'agence. Donc l'agence est un établissement public. Elle est composée d'une administration centrale, des directions régionales et des délégations provinciales. L'administration centrale, nous avons 4 départements, 15 services, 12 directions régionales, donc direction régionale par région, et 54 délégations provinciales. Je pense que c'est une présence organisationnelle importante. Quelle était la logique derrière? C'est une logique de répartition des rôles entre le central, le régional et le provincial. C'est une mission, comme vous le voyez, qui s'adresse à une population large, hétérogène, présente sur tous les territoires du Maroc. Et nous avons cette, je dirais, considération de clientèle. Et donc nous voulons être proches à notre client et nous voulons être donc présents donc, au niveau du territoire marocain. Et cette répartition, il se fonde sur un principe de répartition de la nature des missions. L'administration centrale, donc c'est la conception, l'orientation et l'encadrement. Le régional, c'est le patron de la région. C'est l'interface de l'agence par rapport aux décideurs au niveau de la région. Et c'est l'instrument pour concrétiser la régionalisation avancée par rapport à ce secteur et pour fluidiser toutes les démarches de réalisation des activités au niveau de la région. Et la délégation provinciale, c'est la cheville ouvrière, c'est tout l'opérationnel, c'est concrètement l'ouverture des classes et le suivi des programmes d'alphabétisation. Donc cette répartition, elle est fondamentale et ça impacte énormément le fonctionnement et les procédures de l'agence. Une autre logique importante qui a primé pour ce choix d'organisation. Je rappelle que auparavant, c'était une structure qui est rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Et là, c'est un département qui a un rôle important par rapport à tout le dispositif de l'éducation et de la formation. L'alphabétisation, il fait partie de ce dispositif. Le ministère a réalisé beaucoup d'acquis par rapport à ce secteur.
Et maintenant, il y a notre repositionnement stratégique. L'objectif, c'est de donner un nouvel élan et surtout d'accélérer le rythme de réalisation parce qu'on n'a pas le choix. 32%, c'est un taux important. Le modèle marocain par rapport aux autres pays arabes, africains, reste un bon modèle en termes, donc c'est une, je dirais, c'est pas une appréciation personnelle, mais c'est une appréciation des autres pays. Il a quand même des bases pour gérer, pour maîtriser la gestion de ce secteur. Ça, c'est un point positif par rapport à d'autres pays. Mais malheureusement, le taux reste un peu élevé. Et donc, le Maroc n'a pas le choix. Il faut penser rénover à d'autres schémas. Et donc, c'est pour cela que l'agence a été créée. Et donc, je disais que c'était une direction de lutte contre l'analphabétisme avec des services. Des services d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Ce sont deux secteurs différents. Tout relève du non formel, mais l'éducation non formelle, il s'adresse à une catégorie d'âge, et nous, on s'adresse à une autre catégorie. Nous, tout ce qui est 15 ans et plus, pour le secteur de l'éducation non formelle, c'est entre 8 et 15 ans. Et donc, cette direction, donc, de lutte contre l'analphabétisme, donc, travailler avec des services au niveau des directions provinciales qui relèvent du ministère de l'Éducation, qui relèvent aussi des académies régionales d'éducation et de la formation, mais qui ne relèvent pas hiérarchiquement de cette direction. Donc là, le point où je voulais y arriver, donc c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que les services qui sont en charge de ce dossier, ils se chargent de deux secteurs, l'alphabétisation et l'éducation non formelle, mais n'ont aucun lien hiérarchique avec la direction de lutte contre l'analphabétisme. Cela a un impact sur l'obligation de résultat, sur la relation hiérarchique entre le central et le local, et sur cette fondamentalité, je dirais, ce principe de répartition des tâches entre le central et le régional et le provincial, et donc qui a, à mon sens, créé quelques, je dirais, obstacles pour la bonne réalisation des projets. Et donc c'était en fait une relation, on peut dire, fonctionnelle beaucoup plus hiérarchique, et c'était beaucoup plus, c'est une relation de coordination. Et donc ça a été dépassé dans le cadre de la nouvelle organisation. Je souligne ce point également, c'est extrêmement important qu'une organisation se dote d'un schéma, d'un organigramme qui facilite, je dirais, le suivi de la concrétisation de l'obligation de résultat. Donc une relation, je dirais, hiérarchique très claire a été dépassée, et je pense que c'est important. Ces ajustements structurels, ils ont un impact extrêmement important, structurel, sur l'action de l'alphabétisation. Et donc voilà, notre organigramme, donc il y a des directions régionales, on vient de lancer les appels à candidature, des responsables ont été nommés, on n'a pas couvert toutes les structures, mais déjà c'est important. Donc 10 directeurs régionaux sont nommés sur 12, 37 délégués provinciaux sur 54, 4 chefs de département et 8 chefs de service. Chaque région, chaque province a un taux d'analphabétisme. C'est la mission principale, c'est de mener toute action qui va permettre de réduire ce taux. Donc la mission, elle est très claire. Nous avons un responsable, nous avons un taux d'analphabétisme. On peut partager avec vous par la suite la présentation, toutes les données. L'agence, bien entendu, elle est ouverte pour partager avec vous toute autre information. L'équipe de l'agence, elle est présente avec nous. Donc c'est bien qu'on garde cet espace, ces passerelles entre nous. Et donc on va mettre à votre disposition toute l'information que vous souhaitez. Voilà, donc par rapport à l'organisation, donc au niveau de chaque région, nous avons les délégations provinciales, 54 délégations provinciales par rapport à 82 provinces. Donc au niveau de certaines délégations, ils se chargent de plus d'une province. 3 régions qui sont très touchées par ce fléau, Marrakech, la région de Marrakech, la région de Fès et la région de Bni Mellal. Je passerai donc par rapport à l'organisation de détail. Voilà, de façon sommaire, l'organigramme. Donc nous avons des services rattachés à la direction, tout ce qui est audit et contrôle gestion, tout ce qui est inspection et informatique. Nous avons 12 directions régionales, 54 délégations provinciales. La logique des choix de département, donc il y a le département cœur de métier et le département support. Et le cœur de métier pour nous, c'est tout ce qui est coopération,
tout ce qui est ingénierie de programme et tout ce qui est stratégie et évaluation. Parce que la mission de coordination, le meilleur instrument par excellence pour la réaliser, c'est le système de partenariat, c'est le système de coopération. Donc c'est un métier pour nous. Le suivi et évaluation, c'est important parce qu'on doit s'assurer que les choix stratégiques qui ont été effectués se réalisent dans la bonne voie. Et l'ingénierie de programme, c'est important. Notre métier, l'ingénierie de formation et l'andragogie, c'est le cœur de métier également de l'agence. L'andragogie, c'est, comme vous le savez, c'est l'éducation des adultes. Les adultes ont une spécificité particulière. Et donc, c'est pas comme l'académique, c'est pas comme le scolaire. L'adulte, il se distingue par rapport à l'étude, par rapport à l'autre catégorie, par, je dirais, deux caractéristiques. Donc c'est l'esprit de critique positive. Donc il ne peut pas accepter toute approche de bancarisation, toute approche de partage de connaissances parce qu'il a un vécu. Donc il a le vécu, il a cet esprit de retour. Donc il faut capitaliser. Il y a une doctrine, il y a l'andragogie. Donc il s'intéresse à ce volet. Il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de références là-dessus. Et l'agence doit être un centre d'expertise dans ce domaine, dans le domaine de l'andragogie et de l'ingénierie de formation. Et c'est la meilleure également manière pour assurer la coordination, c'est pour encadrer toute l'activité, pour répondre à des normes andragogiques requises. Voilà, donc j'ai donné un aperçu sur l'agence, sur son historique et sur ses missions. Maintenant, quel était le point de départ? Donc j'avais l'honneur d'être à la tête de cet établissement 17 mars 2016, donc bientôt 3 ans. C'était une bonne expérience grâce à l'appui de l'équipe et de tous les partenaires. Et si vous le permettez, je partagerai avec vous l'image que j'ai trouvée à ce moment-là, donc en 2016, de façon très brève. Donc en termes d'opportunité, c'est une opportunité importante pour le pays. Donc il y a une volonté à haut niveau. Il y a un plan gouvernemental également qui traduit cette volonté et qui a inscrit l'alphabétisation dans le plan d'action gouvernemental, et donc avec un objectif très clair. Malheureusement, il y a des menaces. Pour moi, 2 risques majeurs. C'est le retour à l'analphabétisme et l'abandon scolaire. Ça influence malheureusement négativement notre action. Nous avons des faiblesses donc, à l'époque. Donc, cette agence présentait malheureusement un dilemme. C'est une structure récente avec des arriérés. Malheureusement, c'est le cas. Des arriérés de dossiers de paiement, donc beaucoup de dossiers. Ça influence sur la gestion. On était malheureusement prisonniers de la petite gestion, si vous le permettez le terme. Et donc beaucoup de réclamations. Et donc il y a une phase transitoire qu'il fallait gérer avec l'absence de cet organigramme et également non-achèvement du processus d'institutionnalisation de l'agence. C'est pas facile de créer une structure. C'est une autre expérience. Si vous allez poser la question, je dirais quel résumé de votre expérience, c'est une expérience de construction. Construction d'une organisation, c'était nouveau pour moi, mais c'était très apprenant. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et quelles sont les forces? C'est une nouvelle structure sous forme d'établissement public. Un établissement public offre quand même des souplesses managériales, des souplesses de gestion, des possibilités de réaliser également des financements. Et c'est rattaché au chef de gouvernement pour dire qu'on peut réaliser cette coordination avec tous les départements. Et donc c'est un positionnement plus confortable. Voilà l'image. Ça pose des questions, ça permet de poser des défis. Et donc je l'ai résumé ainsi. Le premier défi, c'est qu'il faut gérer un dilemme entre la phase transitoire, où il y a des arriérés, il y a absence des services extérieurs, et il y a ce basculement entre un département et un autre. Notre défi, c'est quelle stratégie donc il faut adopter, comment maintenir l'implication des acteurs. C'est un risque important, c'est une opportunité et un risque pour moi. Donc notre mission, c'est la coordination, on travaille avec des acteurs, il faut les impliquer, il faut les faire adhérer, mais il faut maintenir cette adhésion. C'est le maintien qui est le plus difficile que de faire adhérer les acteurs. Quel mécanisme donc de coordination? J'ai parlé de partenariat, de la coopération, il y a d'autres mécanismes. Et quelle structure organisationnelle? On n'avait pas ce schéma clair à la tête au début. Il faut le défendre. Un schéma organisationnel doit obéir à des règles managériales, effectivement, mais en même temps, il doit traduire une stratégie, il doit prendre en considération les exigences de l'environnement. Quelle politique des ressources humaines?
là, je reviens à ma conviction, la ressource humaine, c'est la clé. Et donc, il fallait prendre en considération un certain nombre de paramètres. Et il s'agissait des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale qui travaillaient dans une culture, dans un climat, et qu'il fallait assurer ce changement pour un autre établissement public. Et tout le monde n'a pas la visibilité sur la bonne configuration, sur la réelle configuration, la véritable configuration de cet établissement, et quel style de management, quel statut de gestion des ressources humaines. Est-ce que c'est le même statut de gestion plutôt du personnel avant de parler de la gestion des ressources humaines? Et donc ce sont des questions qui se sont posées et qu'il fallait accompagner par une politique adaptée des ressources humaines. Et deux autres défis, pour moi les plus importants, qui ont été, je dirais, posés et qui sont toujours posés, chaque jour, chaque minute, chaque, je dirais, semaine, chaque mois, c'est quelle politique de conduite de changement. Comme vous le constatez, c'est un changement important. C'est un changement de structure, c'est un changement de manière de faire, c'est un changement sur tous les plans. Et donc, comment conduire ce changement? Comment le réussir? Comment parfois gérer la réticence? Ça a été dit par mon professeur, c'est un élément également important. Pourquoi cette réticence? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à un manque d'information, à l'absence d'une politique de conduite de changement, parce qu'il y a effectivement des obstacles exogènes, des obstacles endogènes? Quelle est la cause et comment en dépasser? Dernière chose, donc c'est un point qui est pour moi lié, comment instaurer la nouvelle culture d'organisation. Vous savez que chaque entreprise a sa propre culture et c'est bien de maîtriser la culture de l'entreprise. C'est un paramètre de décision, c'est un paramètre qui influence tout et donc il faut se projeter sur la nouvelle culture. C'est une nouvelle culture de par toutes les composantes que j'ai rappelées tout à l'heure. Donc voilà les défis posés. Et je pense, vous pouvez partager avec moi ce constat, que ce sont des défis, en grande partie, ont une vocation managériale et une vocation qui est liée au système de gouvernance. Et donc, je pense que c'est la base pour répondre aux questions quel style de gouvernance et quel style de management il fallait adapter et adopter. Donc, ça ramène à la deuxième partie, à la réponse à la première grande question posée par rapport au thème d'aujourd'hui. Quel style de gouvernance pour l'ANSA, l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme? Donc, on s'est référé au code de la bonne gouvernance. Donc, on a eu la chance d'avoir ce code. C'est une bonne chose. Le ministère des Finances a déjà anticipé et a déjà ce souci d'harmoniser les pratiques des établissements publics, tenant compte bien sûr des spécificités de chaque établissement. Il y a des établissements à vocation sociale, à vocation productive, des grands établissements, de petits, des moyens. Et donc c'est un code qui est, je dirais qu'il y a 5 composantes ou bien 5 repères. Première des choses, c'est l'obligation de rendre compte. Donc les établissements publics se doivent de rendre compte aux partenaires, aux autres partenaires. Donc nous, on doit rendre compte en premier lieu au conseil d'administration, au comité de stratégie et d'investissement, au comité d'audit. Donc c'est déjà organisé, c'est déjà acté dans des chartes qui organisent notre travail. Il faut rendre compte également à notre partenaire, la société civile. C'est un partenaire privilégié pour nous. Et donc, chaque année, on essaie d'organiser des rencontres institutionnelles avec la société civile pour les écouter également, pour rendre compte et pour partager avec eux. Actuellement, avec la nomination des nouveaux responsables, maintenant c'est une mission qui est réalisée par les responsables des services extérieurs et ça va être institutionnalisé. Et chaque année, une rencontre au début de l'année, une rencontre à la fin de l'année, de façon institutionnelle, un pour partager, pour communiquer, pour sensibiliser et deux pour rendre compte. Nous avons également l'obligation de rendre compte, ce n'est pas une obligation, mais c'est une opportunité de rendre compte aux partenaires techniques et financiers. Nous avons un financement de l'État, mais nous avons un financement et un appui technique des partenaires techniques et financiers. Et donc, on est toujours preneur pour organiser des réunions, soit de restitution, de partage avec ces partenaires techniques et financiers. Nous avons également l'obligation de rendre compte au ministère des Finances. C'est un secteur subventionné par l'État. Et donc, également avec la nouvelle approche budgétaire, la gestion axée sur les résultats, maintenant c'est le budget par destination. Et donc, nous devons défendre un budget par rapport à des performances souhaitées
que nous ne devons par la suite rendre compte pour voir l'état d'avancement de ces performances. Et donc c'est un exercice que nous menons avec le ministère des Finances, et qui est également un acteur principal et qui avait un grand appui pour ce projet. C'est un partenaire qui n'a pas uniquement cette vocation pour nous doter des moyens financiers, mais également par d'autres types de moyens. L'organigramme, pour moi, c'est en quelque sorte l'un des moyens accordés à l'agence. C'était par le ministère des Finances, la simplification des procédures pour réaliser nos missions, des procédures qui sont parfois impactées par des règlements comptables et financiers. Donc le ministère des Finances, il a un appui considérable à ce niveau, et ça se réalise dans le cadre de cette phase de l'obligation de rendre compte. Le schéma cible, c'est d'avoir un système de contrôle de gestion. C'est finalement le système qui facilite cette réédiction de comptes par mon appréhension. Nous avons un service, il n'est pas encore doté d'un responsable, mais il est doté par une personne qui maîtrise bien son travail et qui est en train de construire ce système. Donc vous voyez que nous sommes toujours dans la phase de construction qui est importante. Et donc ce schéma, c'est le schéma cible pour nous, pour maîtriser toutes les composantes de réduction de compte. Deuxième point, pour quel style sont les attributs pour moi de style de gouvernance pour l'agence, c'est la transparence. Alors, le code stipule que l'action et la prise de décision sont dans une certaine mesure ouvertes à l'examen critique des autres acteurs de l'administration, du Parlement, de la société civile et parfois d'institutions et autorités extérieures. Donc nous, on est toujours interpellés par des questions parlementaires, c'est une bonne chose, c'est une occasion pour partager ce que nous faisons, pour expliquer certaines décisions, pour argumenter certaines positions et pour communiquer. Le texte de création de l'agence exige également que l'agence doit avoir son rapport d'activité annuel qui doit être communiqué à tous les partenaires, au conseil d'administration et également au Parlement. Il y a la transparence qui doit être également traduite par l'esprit de la concurrence. Toutes nos actions doivent en grande partie être actées dans le cadre de la concurrence, que ce soit notre relation avec la société civile, donc c'est les appels à projets, c'est les appels à manifestation d'intérêt. Et également par rapport aux fournisseurs, c'est dans le cadre des appels d'offres, donc tous les instruments et les dispositions afférentes, tels que le programme prévisionnel des achats et les procédures de transparence qu'il faut respecter. Un autre instrument pour nous, pour la transparence, c'est le système d'information et la dématérialisation. Je peux le dire avec toute la fierté, c'est l'un des points forts de l'agence. C'est grâce à un travail d'une équipe très, je dirais, très compétente, très engagée. Nous avons pu dématérialiser le processus de partenariat avec la société civile. Ça a facilité énormément les procédures. Ça a permis de signer les arriérés avec de grands résultats. Et c'était un couronnement lors du prix MTS qui est organisé chaque année par le ministère de la fonction publique. Donc l'agence a eu, je dirais, un prix d'encouragement grâce à ce système d'information et grâce à cette composante de dématérialisation. L'efficacité et l'efficience est également un repère de bonne gouvernance dans le cadre du code. Donc, les établissements publics devraient s'attacher à une prestation de qualité, notamment dans les services rendus aux citoyens, et veiller à ce que leurs prestations répondent aux désirata de l'action publique. Donc, tout ce qui est qualité et prestation de services. Donc, dès le départ, on était aligné avec les grandes orientations en termes de réclamation et des services d'accueil. Nous avons instauré un système d'accueil avec tout le dispositif numérique qui suit, et également la qualité. C'était un axe fondamental dans le cadre de notre stratégie qui a été matérialisée dans le cadre d'un feuille de route adopté par le conseil d'administration. La qualité d'apprentissage, on doit respecter les normes qualité là-dessus, donc c'est un chantier ouvert. La simplification des procédures, c'est à la fois touche la qualité, également le service rendu. Nous avons lancé ce chantier. On a commencé par la procédure la plus principale, c'est le partenariat avec la société civile, et donc tout le processus dématérialisé qui a accompagné ce travail. Mais en parallèle, nous sommes en train de finaliser notre manuel de procédure.
et bien entendu l'approche client. Donc pour nous, le bénéficiaire, on doit lui offrir plutôt un service client. Et dans le cadre de notre stratégie, nous avons un axe sur l'adéquation de l'offre de la demande qui est mis en relief. Nouvel état d'esprit, c'est l'inversement de raisonnement, c'est le besoin qui détermine. Là, vous connaissez cet aspect mieux que moi dans le cadre de l'ingénierie de formation, dans le cadre de l'ingénierie de compétences. C'est pas l'attente, c'est pas l'offre, c'est en fait la demande, c'est plutôt le besoin. C'est l'écart entre ce qui est actuel et ce qui est attendu par rapport à un alphabet. Et donc, cette approche a permis de mettre en place un certain nombre d'actions. Ça a commencé par le ciblage, ça a commencé par le système d'information géographique. Nous avons un prémisse d'un système d'information géographique qui nous donne donc une cartographie sur ce filion jusqu'à au niveau de tout le territoire jusqu'au niveau de la commune. Et nous avons développé une démarche de ciblage qui nous a permis de dégager un certain nombre de critères qui ont défini un certain nombre de segments. Tout cela, ça a permis par la suite d'arrêter ou de définir plutôt le portefeuille des programmes d'alphabétisation à mettre en place. On ne peut pas alphabétiser tout le monde par le même programme. C'est ça le principe. La prospectivité, donc, c'est anticiper les problèmes qui se posent à partir des données disponibles et des tendances observées, ainsi que d'élaborer des politiques tenant compte de l'évolution des coûts et des changements prévisibles. Là, il y a, en termes d'études prospectives, j'ai eu la chance de trouver ça, qui était déjà réalisé avant mon arrivée. Donc, ce sont des études de simulation et des prévisions par rapport au taux d'analphabétisme, c'est mouvant, et en même temps par rapport au modèle qu'il faut suivre pour réduire ce taux par rapport à des projections arrêtées, définies. Et donc, ça facilite la prise de décision en termes d'objectifs et en termes de réalisation. Également, il y a la place des études et des recherches scientifiques. Il y a une commission scientifique qui accompagne l'agence dans son travail. Et l'agence s'est ouverte sur les universités. Nous avons 5 ou 6 conventions de partenariat avec les universités. Et la conviction derrière, c'est que la recherche, les études ont leur place pour cet aspect, je dirais, d'études prospectives. Et également par rapport à d'autres créneaux. C'est un domaine, quand même, c'est un carrefour de plusieurs domaines, de la sociologie, de l'andragogie, de la psychologie, de l'ingénierie de formation. Et donc, nous avons toujours besoin de ce regard académique, de la recherche scientifique. Et également, il faut se projeter dans l'avenir, il faut anticiper. Voilà quelques piliers sur lesquels on table beaucoup pour répondre à cette composante. Enfin, pour la bonne gouvernance, c'est la primauté des droits. Nous sommes un établissement public, nous sommes soumis à des lois, à des règlements, à des arrêtés. Nous avons une loi de création, nous avons des décrets d'application, nous avons des notes circulaires, nous avons une note qui organise le partenariat avec la société civile, mais également nous avons un grand besoin pour accompagner nos chantiers par un arsenal juridique adéquat. Donc c'est un chantier qui est également ouvert et inscrit dans la feuille de route. Ça concerne donc la première partie qui est le style de gouvernance. Donc en résumé, c'est par rapport au repère du code de la bonne gouvernance. Maintenant, quel style de management? Je rappelle la situation. Donc c'était une situation au départ c'était une situation d'urgence. Donc beaucoup de dossiers d'arriérés, beaucoup de réclamations de partenaires et un changement d'organisation. Donc on n'avait pas le choix, c'est le style directif qui a dominé, on n'avait pas le choix. Pour moi, je pense que c'est partagé, il n'y a pas un style meilleur que d'autres, mais il faut adapter le style. Et donc on a travaillé dans un cadre vraiment style directif qui a permis je dirais, de réaliser de très bons résultats. Les arriérés ont été assignés à 70%. Les réclamations également, il y a une grande, je dirais, une diminution de nombre de réclamations. Et le changement d'organisation a été accompagné par la suite. Donc la phase 2 et la phase 3, c'est pratiquement deux phases importantes qui se ressemblent. C'est la phase de stabilisation où on a rédigé, on a élaboré plutôt
une feuille de route qui matérialise notre stratégie et qui a été adoptée par le conseil d'administration. Donc vous voyez que notre style de gouvernance est un peu parfois différent par rapport aux autres établissements. Donc il faut que cette feuille de route soit validée par le conseil d'administration. Et donc nous avons 25 chantiers dans le cadre de cette feuille de route. Donc ce sont des chantiers clairs et définis et avec une vision, je dirais, claire. Et donc ça donne l'appétit, le goût à une approche participative. Avec une autre phase, c'est la mise en place des services centraux extérieurs. C'est récent, donc nous avons de nouveaux responsables qui ont été nommés au niveau central, régional, extérieur. Il y a des compétences, ce sont des gens qui ont exercé dans le domaine, qui ont un savoir-faire, également un savoir-être, donc la compétence elle est là. Les missions sont claires, les projets sont identifiés. On peut, pourquoi pas, se mettre dans le pipe de la délégation. On peut déléguer certaines missions au patron de la région et également aux responsables, à la cheville ouvrière, aux délégués provinciaux. Voilà, donc le choix des styles, il était, je dirais, arrêté par la situation, par les conditions, et donc pour moi, j'avais pas le choix, c'était acté en fonction de la réalité. Quel style de management? Donc j'aimerais bien partager avec vous donc la stratégie. Donc c'est une feuille de route 2017-2021. Ça a été adopté au conseil d'administration, qui a été tenu à l'occasion de la journée internationale d'alphabétisation, le 8 septembre 2017. Quelle est notre vision? C'est d'intensifier la coordination et le renforcement et la mobilisation de tous les acteurs. C'est ça la vision, c'est de par nos missions et de par tous les éléments de l'environnement. C'est pour accélérer le rythme de réalisation. Il faut réduire le taux d'analphabétisme, donc c'est l'objectif principal. Donc en termes de priorité stratégique, il y a l'aspect gouvernance qui a toute sa place dans le cadre de la feuille de route. C'est un axe stratégique de la feuille de route. La qualité des apprentissages, il faut l'améliorer. Et également, il faut assurer l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. 8 600 000 analphabètes avec un seul programme, ce n'est pas permis. Il faut adapter les programmes d'alphabétisation aux besoins de la population. Quels principes? Ce sont les principes de la vision stratégique, l'éducation de la formation, et les priorités. Et il faut alphabétiser tous les analphabètes, c'est une réalité, mais quand même il faut avoir une priorisation. La priorité est donnée au milieu rural, aux femmes, et aussi aux jeunes. Voilà l'objectif. Nous avons 32% d'après les recensements généraux de la population. Donc en 2014, nous envisageons un objectif de 20% en 2021, un objectif de 10% en 2026. Bien sûr, ce n'est pas un souci quantitatif, mais un souci qui est cadré par tout ce qui est qualitatif. Le principe d'égalité et d'équité, donc tout le monde a droit à l'accès au programme d'alphabétisation, mais selon leurs besoins, avec la qualité requise, donc les normes de l'ingénierie de formation de l'andragogie, et un programme qui donne une promotion de l'individu par rapport à son environnement. Donc l'écriture, le calcul et la lecture sont des compétences de base, mais ils ne sont pas suffisantes. Il faut qu'ils soient étudiés par rapport à un vécu. Et d'ailleurs, c'est matérialisé dans le cadre de nos programmes d'alphabétisation. Nous disposons actuellement de 6 programmes d'alphabétisation. Un programme commun, donc transverse, c'est le programme Alpha. Un programme de renforcement, c'est le programme Post-Alpha, qui vient après le premier niveau pour renforcer les compétences de base, mais également pour donner des instruments, pour créer des coopératives, des activités génératrices de ressources, pour apprendre quelques notions par rapport à des métiers. Nous avons un programme alphabétisation fonctionnelle, s'adresse aux analphabètes qui exercent une fonction. Il y a les agriculteurs, il y a les artisans, il y a la pêche. Donc déjà nous avons des manuels, des curriculums, mais nous sommes en train de développer d'autres programmes en fonction des besoins de la population. Maintenant, on travaille avec le secteur public, avec le secteur des bâtiments de travaux publics, avec le secteur tourisme. Et également, on est en train de développer un programme des artisans de service. Un autre programme, c'est le programme des jeunes. La population des jeunes a sa place, a sa particularité. Et il faut un programme adapté. C'est un programme qui s'étale sur une période importante,
qui est conçu en 2 langues, donc c'est un programme en arabe et en français, qui essaie d'être proche aux véritables soucis des jeunes. Donc chaque année, il faut alphabétiser plus d'1 million de bénéficiaires. C'est un chiffre important qui nécessite la mobilisation de tout le monde. La feuille de route donc, met en exergue 25 chantiers. Pour l'axe gouvernance, il y a 10 chantiers. Pour l'axe de l'apprentissage, la qualité, 5. Et pour le dernier, c'est 10 chantiers. Donc, pour la gouvernance, tout ce qui concerne l'institutionnalisation de l'agence et les outils de gestion. Donc, les outils de gestion en termes de manuel de procédure, en termes de contrôle-gestion, contrôle interne, dématérialisation, les instruments juridiques. Ça concerne donc 2 choses, l'aspect organisationnel et l'aspect outils de gestion. La qualité des apprentissages concerne en premier lieu les programmes d'alphabétisation. Il faut avoir des programmes adaptés et respectant une approche andragogique. En plus des programmes, il y a la formation. Donc, la chaîne de valeur d'alphabétisation ne concerne pas uniquement l'alphabétiseur, mais il y a une chaîne derrière. Il y a le formateur de l'alphabétiseur, il y a l'ingénieur de formation, il y a le chargé d'évaluation, il y a toute une chaîne. Il faut s'assurer qu'ils travaillent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils travaillent selon les normes. Et donc la formation a un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Nous avons fait un choix, nous travaillons sur ce chantier avec le ministère de l'Éducation à travers les centres régionaux de l'éducation et de la formation. Ce sont des centres expérimentés en matière d'ingénierie de formation. Il y a l'infrastructure également technique. Et donc, dans le cadre du partenariat avec le ministère, on est en train de développer un chantier, bien entendu, avec l'appui des partenaires. Il y a le DVV international, il y a l'Union européenne, et il y a d'autres partenaires qui vont nous appuyer par rapport à ce chantier. Et le dernier élément qui concerne la qualité, c'est les passerelles. Les passerelles avec le système formel. Donc, je parlais du système non formel, du système formel. Donc, un certificat d'alphabétisation, son importance également, c'est dans je dirais, sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'il permet aux bénéficiaires? Quelle est sa valeur par rapport au système formel? Sinon, qu'est-ce qu'ils permettent donc, pour accéder à ce système formel? Et donc, nous travaillons également là-dessus avec le ministère pour évaluer notre certificat et pour combler le déficit avec le système formel. Dernier axe, 10 chantiers, ça concerne l'adéquation de l'offre et de la demande. Donc, ça concerne tout ce qui est axe ciblage tout ce qui est axe ciblage, tout ce qui est axe analyse des besoins, et aussi l'aspect plaidoyer, sensibilisation, et également le e-learning. C'est une composante pour assurer une bonne adéquation de l'offre et la demande. 30 secondes donc l'adéquation de l'offre et la demande, donc l'aspect e-learning également, il est important pour assurer cette adéquation, parce qu'on peut s'adresser à plusieurs bénéficiaires et on peut s'adresser à ces bénéficiaires selon le besoin, et également on peut participer et contribuer à inciter ces bénéficiaires à participer au mode présentiel. Nous avons une première expérience nous avons une première expérience, c'est Alpha Nord. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger à travers Play Store. Donc c'est un programme Alpha Mobile, donc sur le téléphone, qui a été développé, adressé aux artisans, donc qui n'a pas un objectif pour alphabétiser ses bénéficiaires. C'est pas ça l'objectif, mais l'objectif, ça donne une initiation, ça donne un encouragement et ça permet de compléter le dispositif présentiel. Donc voilà, grosso modo, les chantiers qui sont menés dans le cadre de notre stratégie. Quelle boîte à outils qui est utilisée? Donc concrètement, ce style managérial, comment il est matérialisé? Il y a une approche, il y a un système de gestion, il y a une conduite de changement. C'est la composante la plus principale, c'est cet aspect conduite de changement.
vous l'avez bien constaté, vous l'avez bien remarqué, que c'est un changement structurel important et qu'il fallait accompagner, qu'il fallait conduire, parfois avec prudence, parfois avec beaucoup de motivation. Et donc c'était l'un des aspects qui ont, je dirais, cadré notre boîte à outils. Alors en termes d'approche, on a adopté la démarche planification stratégique, c'est la gestion par projet. C'était également, c'est pas un effet de mode, quoique pour un espace académique c'est ancien, mais pour un espace professionnel parfois ça donne l'image que c'est un effet de mode, mais c'est le contexte qui le dicte. Pour avoir votre budget maintenant, c'est la gestion axée sur les résultats, donc il faut avoir des objectifs, il faut avoir des indicateurs pour avoir les moyens. Également par rapport à notre mission, nous avons un taux d'analphabétisme, c'est l'objectif principal. Je ne pense pas qu'on a notre choix que d'arrêter des projets avec des indicateurs et avec un système de suivi. Voilà l'approche qui a été arrêtée. Donc nous avons des objectifs, nous avons des projets. Vous avez bien constaté qu'il y a 25 chantiers avec des indicateurs, avec un système de suivi. Nous avons un service d'études et planification qui a cette mission donc d'élaborer le plan d'action et de s'assurer qu'il se réalise selon les indicateurs arrêtés. La conduite changement avec une bonne politique RH et une bonne politique communication, c'est important. La communication et l'adaptation de la politique RH. La politique RH, moi je la résume dans les 3 mots-clés que vous les connaissez, une attribution, une contribution et une rétribution. Donc il faut dès le départ clarifier l'attribution de chaque personne. Donc on parle de référentiel des emplois et des compétences, ce n'est pas encore élaboré pour l'agence, c'est nouveau, on l'a fait uniquement pour les postes de travail. Et donc il faut commencer par le commencement, quelle est la mission attendue pour chaque personne qui est affectée à l'agence, la contribution, donc quelle est sa valeur ajoutée, donc le mode projet y contribue, donc voilà l'indicateur, voilà la mission, est-ce qu'on a pu réaliser notre contribution, et par la suite donc la rétribution, donc c'est par rapport au système, je dirais, de rémunération et de motivation. La communication, il a un double, je dirais, trait pour le ministère, pour l'agence. Une communication pour déjà renforcer la cohésion de l'équipe de l'agence, c'est un défi majeur pour l'agence. Maintenant, il y a pratiquement une évolution en termes de nombre de ressources humaines de 32 personnes à une centaine de personnes, et bientôt on sera dans 130 personnes avec des profils hétérogènes. D'accord? Et donc, il faut s'assurer de la cohésion de l'équipe autour de la même mission, de la même vision, de la même manière. Bien sûr, la marge d'innovation est permise, mais dans un cadre professionnel, je pense que la communication a son rôle. Nous sommes, je dirais, pas trop satisfaits de cette composante, mais on est conscient que c'est un point qui peut faciliter cette conduite de changement. La formation, ça concerne l'équipe de l'agence et également tous les acteurs. Le renforcement des capacités, c'est l'une des missions de l'agence. Il y a un service de renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs. On travaille avec beaucoup d'acteurs et je pense que la formation également, c'est un mécanisme de coordination. Ça facilite le langage avec nos partenaires, ça facilite la mission. Je donne l'exemple de la société civile qui est porteur du projet de réalisation des programmes d'alphabétisation. Il a 2 missions, la mission de mobilisation et la mission d'apprentissage, mais il faut la doter de tous les instruments de travail, il faut la soulager de toutes les missions qui concernent l'administratif et le support, et je pense que le renforcement des capacités aide énormément là-dessus, et donc permet à l'association d'être centrée sur sa véritable mission. Donc voilà l'aspect approche et l'aspect conduite de changement pour le système de gestion. Donc nous avons un plan d'action, nous avons des tableaux de bord qui sont ce qu'ils sont. On ne peut pas prétendre qu'ils répondent aux normes, loin de là. Toujours nous sommes dans la construction, nous avons un système de reporting hebdomadaire pour l'activité quotidienne des départements. Nous avons un certain nombre des indicateurs qui sont développés par le service de contrôle-gestion, mais c'est toujours, je dirais, dans la phase embryonnaire. Donc ça mérite quand même beaucoup de professionnalisme, ça aide beaucoup pour l'agence, et donc nous y travaillons. Et enfin, il y a un manuel de procédure, donc c'est une phase de construction, on ne peut pas faire tout en même temps.
On s'est concentré sur la procédure principale, c'est le partenariat avec l'association. C'est dématérialisé, c'est simplifié, c'est rédigé. Maintenant, on est dans la généralisation du manuel de procédure selon les normes. C'est un chantier déclenché, en cours de réalisation, et pour moi qui est dans la bonne voie. Mais toujours pour nous, le système, la boîte à outils, le système cible, c'est de parvenir à ce véritable système de contrôle de gestion et de contrôle interne. Ce sont deux concepts managériaux. Malheureusement, pour un environnement professionnel, ça reste toujours un effet de mode, mais nous avons l'opportunité avec l'équipe, c'est une quand même conviction. On peut partager ce langage à l'intérieur de l'agence et on a simplifié les concepts. Pour nous, un contrôle de gestion, c'est des objectifs réalisés ou non réalisés, en analysant les écarts et en identifiant les leviers d'action. Le contrôle interne, c'est des objectifs probablement seront entravés par des risques qu'il faut dépasser par les moyens requis, soit on les partage, soit on les annule, soit on les atténue. Et donc notre ambition, c'est que notre système de gestion soit, je dirais, formalisé dans le cadre d'un système de contrôle-gestion au contrôle interne. Voilà, donc j'espère que je donnais quelques éléments de réponse aux deux grandes questions de la conférence. Quel style de gouvernance et quel style de management pour l'agence? Je vais terminer par quelques éléments de bilan. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Où on est par rapport à nos objectifs? Quelles sont les perspectives et quels sont les enseignements tirés? Donc le bilan, 9 chantiers sur 25 sont réalisés, 4 sont dans un état avancé, 4 avancements moyens et 8 en cours de préparation. C'est la 3e année de la feuille de route sur 5 années. Par rapport au nombre de bénéficiaires, c'est pour la première année qu'on dépasse 1 million de bénéficiaires. Il y a une évolution, mais on n'a pas encore atteint l'objectif arrêté. C'est un bilan donc par rapport au nombre de bénéficiaires qui donne une conclusion, c'est que la majorité des bénéficiaires sont des femmes. Il y a une hétérogénéité des acteurs, mais la grande partie des réalisations, c'est la société civile et le ministère des Habous. Par rapport aux perspectives, donc la feuille de route, il cadre nos perspectives, c'est une bonne chose pour nous, il y a une visibilité. Je peux dire que c'est l'un des points forts de l'agence, c'est quand même il y a une visibilité. Et donc nous allons toujours travailler sur la bonne gouvernance, sur la qualité des apprentissages et l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc nous avons cette ambition de mettre en place un système de contrôle de gestion interne et la création des passerelles entre le système formel et non formel, et également ce respect de l'objectif initial d'alphabétiser plus d'1 million chaque année. C'est-à-dire d'avoir une chaîne industrialisée d'ouverture des classes d'alphabétisation. C'est un défi majeur par rapport à cet axe. Enseignement à tirer. Le mot-clé pour moi, c'est le changement. C'est pas facile de conduire un changement, surtout pour le cas de l'agence, avec tous les ingrédients de changement structurel qu'on a vécu. L'environnement, ça pèse lourdement. Il y a toujours cette capacité d'adaptation à l'environnement interne et externe qui est toujours sollicitée pour d'autres cas. Ça peut être le cas pour toutes les organisations, mais croyez-moi, pour l'agence, c'était un paramètre qui a sa place. Les ressources humaines, donc c'est un élément clé, et donc nous avons tous les défis donc d'avoir quel est le profil idéal pour l'agence et d'avoir cette cohésion d'équipe. Et enfin, la reconnaissance et le remerciement. Je dois quand même reconnaître l'appui d'un certain nombre de partenaires, les remercier. Le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère des Finances, il y a les autres partenaires. Donc, je suis désolé si j'ai oublié de ne pas citer les autres, mais je dois quand même les remercier en profitant de cet espace, de passer ce message qui est important. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je t'ai long. J'espère que كنت خفيف على القلب. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, M. Samir Mahmoud, pour cette présentation
clair, limpide, et où on retrouve énormément d'ingrédients de nos programmes. Oui, voilà. Comme quoi, les composantes de notre programme sont là dans la réalité. Alors, je ne vais pas reprendre les éléments, je dirais, qui ont été cités. Et je dirais tout simplement qu'il y avait plusieurs chantiers à la fois. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, il y avait une structuration. Donc, il fallait passer d'une ancienne culture à une nouvelle culture. Troisième constat, il y avait des éléments à apurer. C'est-à-dire, il y avait des arriérés. Et Dieu sait, lorsqu'une institution commence dès le départ avec des arriérés, cela va impacter négativement la dynamique enclenchée par le changement. Alors, tous ces éléments, bien sûr, il fallait instaurer, excusez-moi, des procédures. Donc, un mécanisme à la fois externe, interne et externe. Il fallait trouver le point de fluidité avec le ministère des Finances. Parce qu'il n'y a pas de fonctionnement sans budgétisation et donc certification, pas certification, mais je dirais facilitation du travail. Il fallait adopter un système d'information intégré. Je crois que l'agence et à sa tête, sa mère ont compris qu'il n'y a pas de pouvoir de changement sans système d'information intégré. Et ça, c'est un outil majeur. Bien sûr, je relève personnellement, et je laisserai ça pour le débat, des insuffisances. Il a cité beaucoup d'insuffisances, donc c'est des chantiers en cours. Mais je dirais en 3 ans, avoir la capacité, toute une équipe qui a travaillé, avoir la capacité de couper avec une culture ensuite et redémarrer ce chantier, enfin pas ce chantier, mais redémarrer ce secteur, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est un travail qui n'a pas pu être fait, et je ne lance pas des fleurs, parce que c'est toute une équipe qui est derrière, d'autres instances qui sont en collaboration avec un travail qui n'a pas été fait depuis l'indépendance à nos jours. C'est vrai qu'il y avait nécessité de processus de maturation. C'est pas évident. La vitesse n'est pas la précipitation. Donc, il fallait, je dirais, tout simplement combattre les réticences, enclencher le changement culturel. Il y a un élément, mais je poserai la question en même temps, parce que c'est vrai, de ce côté-là, on travaille. Mais comment motiver, et ça c'est ma question principale, comment motiver les gens à venir s'alphabétiser? C'est là le grand problème. C'est-à-dire on a rodé la machine, de l'autre côté, les bénéficiaires parfois n'ont pas conscience de ce que pourrait apporter une alphabétisation. Des gens qui n'ont pas, bon, etc. Donc maintenant, quels sont les outils mobilisatrices pour pouvoir développer une attractivité afin que les gens puissent venir développer un autre élément qui a été cité. Moi je pose le premier les questions, excusez-moi. Autre élément qui a été cité, à savoir l'informatisation du système d'apprentissage. Je ne sais pas à quel point il y a des chantiers. Aujourd'hui nous parlons de e-learning, nous parlons de MOOC, nous parlons de à quel point l'agence a intégré
ces éléments dans sa stratégie. C'est vrai, on a parlé de dématérialisation, Saad Samir a parlé de dématérialisation, mais il reste ce point, est-ce que nous avons cette culture d'aller, je dirais, se mettre dans un dispositif d'apprentissage sans contrepartie. Sans contrepartie. Et c'est ça le grand problème. Si vous demandez à quelqu'un à quoi sert l'alphabétisation, hein, d'abord, je ne suis pas là pour débattre de cette question. Moi, je vous pose cette question en même temps. Je pose ces questions, mais j'ouvre le débat pour tous les participants ici présents, pour poser des questions, intervenir, donner des corrections peut-être. Donc le débat est ouvert. Je vais prendre des noms qui vont intervenir, mais je préfère, s'il vous plaît, si vous n'avez pas une intervention précise, posez des questions précises. Voilà, je le dis gentiment. Je compte sur votre intelligence, ça il n'y a rien à dire, pour pouvoir dire je serai capable de rédiger les questions ou les commentaires que vous aurez à faire pour l'intervention de Saad Samir. Voilà, le débat est ouvert.